à toutes et à tous, en tout cas. Merci d'être présents pour ce webinaire donc Santé et Environnement. L'idée aujourd'hui, c'est de vous apporter de l'information donc sur l'approche One Health et sa déclinaison dans le PRSE 4 de la région. Donc, on s'est bloqué 1 heure de timing, donc jusqu'à 14 heures maximum, ce qui vous laisse le temps d'avoir les 2 présentations et un large temps d'échange. Comme vous avez pu le constater, vos caméras et vos micros sont bloqués. C'est normal, c'est normal, c'est volontaire. Donc, je vous invite à nous envoyer vos questions et commentaires via le chat. Tout au long des interventions, comme ça, ça nous permet de gérer avec le docteur Anne. Et puis, à la fin de chaque intervention, on pourra dispatcher les questions. Voilà. Du coup, on ne s'est quand même pas présenté. Je suis Adeline Loiseau, donc chargée de mission à l'Union régionale des médecins libéraux Auvergne-Rhône-Alpes, et je suis en charge du groupe de travail santé et environnement. Voilà. Et docteur Anne. Moi, je suis le docteur Anne, médecin généraliste, secrétaire général de l'Union régionale en question, et je coordonne les travaux de ce groupe de travail santé et environnement. Du coup, Armelle et Bruno, je vous laisse vous présenter également. Bruno, allez-y. Bonjour, moi je passerai après Armelle, cela dit. Bruno Fabre, je suis ingénieur sanitaire et responsable du pôle régional santé-environnement à la direction de la santé publique de l'Agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour, je m'appelle Armelle Hébert, je suis immunologiste santé-environnement, un petit peu de politique publique de développement et en charge du programme de l'Institut des hautes études One Health, qui est porté par la volonté des 4 ministères, environnement, santé, agriculture, enseignement supérieur et recherche, et qui ont porté la volonté en fin d'année 2023 d'élaborer, de concevoir et de soutenir l'Institut des hautes études One Health. Et donc on commence à partir d'octobre le premier cycle des hautes études One Health qui s'inscrit après avec des thématiques, avec des 4 cycles minimum, 4 à 6 minimum par an, jusqu'à 2026 dans les différentes régions de France. Super, merci. Et bah, du coup, je vous laisse la main, Armelle, et puis Bruno fera sa présentation juste après vous. Merci beaucoup, merci à chacun, en tout cas pour votre attention, pour votre intérêt sur ces sujets One Health qui font de plus en plus sens et cohérence et qui semblent répondre à un certain nombre de besoins des praticiens de santé, qu'on parle de la santé humaine, de la santé animale, de la santé de l'environnement et l'environnement qui est un déterminant de la santé de l'ensemble du vivant, bien entendu. Donc, je vais vous présenter très synthétique. Enfin, l'objectif aujourd'hui, c'est pas de rentrer dans le détail du contenu de la formation du cycle des hautes études One Health. On pourra refaire un point si besoin, peut-être un peu plus en détail tout à l'heure, mais je vais vous présenter effectivement ce que représente et le sens et quelque part la raison d'être de l'approche One Health aujourd'hui au niveau international très rapidement, et puis comment la France se positionne aujourd'hui, se met en mouvement et en dynamique sur le sujet. Diapo suivante. Donc en fait, depuis, on va dire, la question de la grippe aviaire qui remonte déjà à plus de 10 ans et encore plus récemment le contexte de la pandémie Covid, l'ensemble des organisations internationales, qu'on parle de l'OMS, du volet environnement des Nations Unies, de l'OMS animal qu'on appelle OMSA maintenant, et de la FAO, ont porté une déclaration conjointe en mars 2022 de façon à pouvoir décloisonner l'approche et la gestion et l'anticipation des problématiques de santé et mesurer effectivement comment et combien les pathologies, notamment les pathologies infectieuses, passent d'une espèce à l'autre, mettant effectivement en question ce qui commence à être aujourd'hui une évidence, c'est-à-dire qu'en fait on mesure que la barrière immunitaire de chacun des organismes vivants est de plus en plus affaiblie, déplétée pour partie, et que l'ensemble des pathologies infectieuses, que ce soit des zoonoses, alors effectivement virales, arboviroses, bactériennes ou autres, vont pouvoir avoir une probabilité de transversalité interespèce. Et d'où l'importance de mesurer, d'identifier, de voir où sont les vulnérabilités et de mesurer combien l'environnement et les impacts sur l'environnement, l'impact direct sur la vulnérabilité des personnes et des organismes.
Donc, cette déclaration conjointe a permis à l'ensemble de ces organisations de créer ce qu'on appelle OLEP, c'est un groupe d'experts international avec des référents de chacune de ces organisations. On est bien au niveau des organisations institutionnelles au niveau mondial, qui adressent après chacune de leurs structures dans les sous-régions du monde. Et donc, programme d'action conjointe 2022-2024 avec des axes majeurs, notamment les zoonoses, l'antibiorésistance, tout ce qui est renforcement de capacité dans l'ensemble des métiers directement associés. Et puis, bien sûr, et enfin, d'intégration du volet environnemental dans la mise en œuvre de l'approche One Health au niveau international. Quand on dit One Health, c'est vraiment une seule santé. Donc, je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Donc en fait, pour vous donner un peu une image visuelle, on ne va pas rentrer là aujourd'hui dans les détails, mais c'est juste pour placer en fait le fait qu'au-delà des organisations, on va dire onusiennes, ensuite les différentes zones du monde se sont appropriées ce cadre. Et là, vous avez le CDC Europe en fait, qui adresse aussi, alors excusez-moi, hein, j'ai fait des copies d'écran, mais pour vous montrer un petit peu ce qui est intégré dans cette approche One Health et ce qui fait du sens et de la cohérence, et surtout de la nécessité de travailler de façon transversale. On parle de la transversalité aussi bien, on va dire, horizontale, ça veut dire entre l'univers de la santé, santé humaine, santé animale, santé de l'environnement. On parle bien des écosystèmes, mais aussi des infrastructures, des territoires, des acteurs publics, des acteurs privés. Donc, il y a de la transversalité, on va dire, au niveau des grandes filières, où on va dire, ça peut être vu sous l'angle des ministères, ça peut être vendu sous l'angle des filières, ça veut dire la filière eau, la filière déchets, la filière industrie, la filière... Voilà, donc c'est vraiment de la transversalité aussi bien dans l'horizontalité que dans la verticalité en termes de, par exemple, tutelle, on va dire hiérarchie, gestion territoriale. Donc c'est vraiment toute une autre façon, beaucoup plus holistique de voir les choses ensemble et dans un esprit aussi, quelque part, d'arriver à intégrer l'unicité d'un territoire, sa réalité, ses spécificités, ses problématiques, son histoire, sa feuille de route, et puis des bonnes pratiques au niveau international qui font du sens, considérant qu'on partage tous la même biologie, qu'on soit santé humaine, santé animale, santé de l'environnement. Pour le vivant, on va dire qu'en gros, tous les organismes vivants, c'est 90% d'eau. L'air qu'ils respirent ne le choisissent pas et tout ce qui constitue leur alimentation vient de la terre. Donc on partage la même biologie et à partir de ça, sous l'angle des contaminations chimiques et biologiques, on a des vulnérabilités qui sont différentes, mais en tout cas, c'est vraiment sous ce principe des déterminants non seulement environnementaux de l'approche One Health, mais aussi sociaux, économiques et autres. Donc les sujets, on va dire les premiers sujets qui ont été pris en compte sous cet angle de vision plus holistique, en tout cas, c'est-à-dire la gestion des territoires et notamment de la perte et de l'érosion de la biodiversité, bien entendu l'antibiorésistance, les problématiques de changement climatique qui sont à la fois une conséquence, mais aussi une cause, c'est-à-dire c'est les problématiques de zoonose, tous les enjeux de sécurité alimentaire et d'empreintes chimiques et de pollution chimique. Donc ça, c'est porté aussi donc sur la zone, par exemple, on parle de l'Europe, nous sommes membres part de l'Europe, donc le CDC Europe. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante. Et de fait, suite à cette approche de programme d'action conjointe fixé 2022-2026, qui a été publié en 2022, en fait, ensuite, fin 2023, a été porté aussi par ces 4 organisations onusiennes un guide d'implémentation territoriale pour la mise en œuvre de façon opérationnelle de l'approche One Health au niveau des territoires, et donc qui sont déclinés dans les différentes zones du monde. Ensuite, les différents cadres réglementaires qui commencent à s'approprier, à mettre en œuvre, et qui commencent aussi à l'intégrer dans leur cadre réglementaire au sens, je sais pas, on va parler de la directive eau, là il y a une directive eau, réutilisation de l'eau qui vient de sortir, ça fait à peu près à peine un mois, commence à être déjà traduite en droit, on va dire, par État membre, et qui intègre vraiment cette vision plus holistique. Donc là, on voit qu'on descend sous une granulométrie un peu plus fine, et c'est pour vous donner un peu la différence ou les typologies de sujets qui sont aujourd'hui identifiés comme étant totalement intimement liés, interconnectés. Qu'on parle, et donc vous voyez en fait tout ce qui vont être tout en haut les déterminants environnementaux, qu'on parle de la contamination de l'eau,
avec la contamination aussi bien chimique, biologique, radiologique. On va pouvoir parler effectivement des problématiques de malnutrition ou dénutrition, ça dépend des territoires, de la pollution chimique. On va parler de la pollution chimique sur des territoires de nature plutôt d'usage agricole, d'autres pollutions chimiques sur des territoires plutôt industriels. On a des territoires urbains et on a toute la question aussi du bassin versant avec les pluies qui vont drainer ces territoires et qui vont faire que l'ensemble de la pollution en termes de émissions, dispersion vont être et de devenir, qui vont tous se retrouver dans un cycle de l'eau, qui quelque part, le cycle de l'eau va être aussi la ressource en eau qui va être utilisée pour produire de l'eau potable. Bien sûr, sur un territoire européen, on a la même eau potable pour l'animal que l'humain, et se pose un certain nombre de questions sur la question quel est le statut chimique qui va réglementer la qualité de notre eau, c'est-à-dire on ne trouve que ce qu'on cherche, et de l'état de la contamination chimique qui est, on va dire, un facteur plus que fois 1000 de substances qui sont présentes alors qu'on ne les cherche pas et donc on ne les trouve pas. Voilà, donc c'est des vraies questions et tout ça fait aujourd'hui rentrer un certain nombre d'innovations et peut-être on aura l'occasion d'en parler juste après. Les problématiques de pollution d'air, parce qu'effectivement, qu'on parle de la pollution chimique, qu'on parle de la pollution de l'air, qu'on parle de la problématique de climat, ce sont des problématiques qui se déplacent dans le temps et dans l'espace. Et donc, effectivement, on n'a pas de frontières, en fait, sur ces problématiques-là. Et donc, on peut avoir l'émission d'une pollution, que ce soit atmosphérique ou au niveau d'un territoire, et la pollution va se déplacer dans le temps et dans l'espace, et notamment se bioaccumuler dans le temps et dans l'espace. Et donc, on a toute la question de la problématique des générations futures, de l'empreinte chimique qui traverse les générations. Et ça pose des vraies questions One Health, en fait. Donc, toute la question des microbes, de la contamination, de l'antibiorésistance, toute la problématique des polluants, on va dire des polluants, des métaux lourds, des polluants qui se bioaccumulent dans l'environnement, ou des PFAS, notamment sur la région, pas que la région de Rhône-Alpes, mais bien entendu aussi sur la région Rhône-Alpes. Et donc un certain nombre de déterminants sociaux, sociétaux, qui s'additionnent et qui viennent parfois, bien souvent, amplifier les déterminants environnementaux. Et donc, en fait, vous le voyez tout en bas, plus bas, c'est-à-dire qu'en fait, on a conscience aujourd'hui, c'est une évidence scientifique internationale, que l'ensemble de ces pressions environnementales vont avoir un impact profond sur le génome de l'ensemble du vivant, et l'être humain étant une composante de la diversité du vivant. Quand on parle de biodiversité, l'être humain, l'humain, est une part parmi tant d'autres. Et donc, l'ensemble du génome du vivant est autant impacté que l'être humain. Et quand vous voyez effectivement ici, gastro-intestinal, métabolique, endocrinien, mental, enfin c'est ce qu'on appelle les body systems, hein, c'est les fonctions de régulation d'un organisme vivant, avec toutes ces composantes qui sont, elles d'ailleurs, extrêmement vulnérables, et notamment pendant la phase embryonnaire, à l'ensemble de ces pressions environnementales, qu'on parle de la dénutrition, malnutrition, pression chimique, par l'eau, par l'air, par des contaminants, on va dire, biologiques qui sont beaucoup plus en capacité de traverser les espèces puisque notre système immunitaire est très altéré dans ses fonctions. Excusez-moi, quelqu'un qui m'appelle, alors je ne suis pas censée répondre. Donc voilà, on va passer à la slide suivante. Je vais essayer d'être très rapide sur la suite. Donc ça, c'est une autre représentation plutôt française de l'INRAE, en fait. L'INRAE, qui est donc l'Institut national de recherche d'agronomie et environnement, qui dépend du ministère de l'Agriculture, qui est très connecté au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, et qui vous donne, et vous aurez toutes les slides, bien entendu, des éléments beaucoup plus chiffrés associés à notre territoire national français. Donc des chiffres sur, par exemple, les maladies qui sont dues aux contaminations, on va dire, zoonotiques, avec des maladies infectieuses humaines qui ont une origine animale, effectivement, des chiffres associés, les impacts liés aux enjeux de nutrition, les impacts liés aux enjeux de pollution environnementale. On parlait aussi, justement encore hier, on en parle très peu, mais c'est un sujet qui est en train de monter aussi beaucoup, c'est-à-dire que les toxines et les mycotoxines qui sont dans l'alimentation, et notamment au niveau des céréales, il semble effectivement que plus de 70 à 80% des céréales qui sont vendues, qui sont sur le marché, sont assez impactées par des toxines et des mycotoxines qui ne sont pas réglementées et qui vont aussi contribuer très fortement
la vulnérabilité du système immunitaire et à la réactivité des systèmes digestifs de l'ensemble du vivant. Donc, voilà, on parle des polluants, on parle des polluants traces, on parle des métaux lourds, on parle... Donc, c'est vraiment des autres sujets et c'est toute la question de voilà, comment on prend en compte le risque aigu. Alors, quand je dis risque aigu, par exemple, désinfection de l'eau, on chlore l'eau sur les réseaux de distribution. Vous avez des châteaux d'eau qui vont remettre du chlore dans les réseaux de distribution pour réduire le risque microbio-pathogène. Mais en même temps, eh bien, en fait, on va quelque part dépléter la réponse immunitaire, puisqu'on va réduire l'exposition aux pathogènes et à tous les pathogènes, c'est-à-dire en fait, y compris le microbiote. Donc, on va affaiblir le système immunitaire et en même temps, eh bien, on a aussi un certain nombre de pathologies chroniques, notamment cancer colorectal, cancer de la vessie, avec les organochlorés issus du chlore ou un certain nombre de toxines. Donc, il y a toute la question aujourd'hui, effectivement, de voir quand on parle prévention, de prendre aussi en compte pas simplement le risque aigu, parce qu'on est dans une société voilà, où on va stériliser, désinfecter, mettre des biocides un peu partout, mais en même temps de vraiment considérer et commencer à prendre la mesure des pathologies chroniques, qu'on parle des cancers, mais aussi toutes les pathologies de type endocrinien ou enfin, quand on parle des perturbateurs endocriniens, le PE, le E de endocrinien, on est plutôt en train en ce moment de le considérer, de le remplacer par perturbateur de l'épigénétique, parce qu'en fait, toutes les fonctions physiologiques de l'organisme sont impactées par la pression chimique et la vulnérabilité de l'embryon pendant la phase embryonnaire et de la détermination de ces pathologies pendant la phase embryonnaire. Donc, quand on parle du One Health, c'est vraiment cette question de dire regardons les choses de façon maintenant plus holistique, plus subtile, et de mesurer combien les éléments traces de ce qui n'est pas réglementé ont une part déterminante dans la survenue, la détermination des pathologies. Donc, on va passer à la slide suivante. Donc voilà, je pense qu'on a assez rapidement fait le tour au niveau visuel. Et l'un des challenges en fait de l'Institut des hautes études One Health, c'est de ne pas considérer uniquement que les enjeux des zoonoses et des infections, de maladies infectieuses, mais de prendre la mesure des déterminants environnementaux aussi sous l'angle des compartiments eau-air-sol et notamment de la pression chimique que ces compartiments, on va dire, sur un territoire, ont comme part de contribution majeure sur la détermination et l'occurrence d'un certain nombre de pathologies chroniques et de faire prendre conscience aux élus et à vous aussi, médecins, praticiens, auprès des populations, de combien il est important, effectivement, de faire prendre conscience aux citoyens que ce sont les territoires, les acteurs des territoires, qui sont aussi bien les gardiens que les garants de la qualité de l'eau, de l'air, des sols, qui sont les déterminants majeurs de leur santé. Puisque à partir du moment où on a une altération, une détérioration de l'eau, de l'air et des sols, ou de la gestion des déchets par exemple, eh bien effectivement c'est sur un territoire donné et auprès des communautés qui habitent ces territoires que vont se déterminer un certain nombre de pathologies. Et donc il y a effectivement le cadre réglementaire et on espère que pour un certain nombre de sujets les choses vont évoluer, mais un certain nombre de territoires aujourd'hui se saisissent, c'est pas qu'en France, partout dans plein de zones du monde, se saisissent de ces enjeux One Health, et notamment pour pouvoir essayer d'intégrer, de mettre en œuvre des bonnes pratiques qui sont portées dans un certain nombre de cadres, que ce soit européens, dans d'autres États membres, par exemple la Hollande, le Danemark, l'Angleterre, toutes les innovations qui ont été portées dans le domaine de l'eau pendant 10 ans avec les financements des citoyens européens dans les projets de recherche européens, aujourd'hui sont déjà déployées par des États membres comme la Hollande en termes de responsabilité pour mieux protéger la santé de l'homme et des écosystèmes. Donc voilà, en gros, vous avez un peu l'ensemble des éléments et pourquoi le volet chimique est très important. On va passer aux slides suivantes, je vais faire très vite. Donc voilà, ce que je vous disais simplement, si vous avez peut-être sur la région Rhône-Alpes entendu parler de la fondation Une seule santé, une santé durable pour tous, ou One Sustainable Health. J'ai notamment coordonné le groupe de travail sur le volet comment intégrer le volet environnemental dans l'approche One Health. Il y a un cadre international qui s'appelle donc quels sont les drivers, les pressions, l'état, les impacts et les réponses, au sens de contamination de l'eau, de l'air, des sols, du point de vue des activités anthropiques humaines, quels sont les états, l'état biologique, chimique, physique de l'eau, de l'air, du sol, quels sont les impacts sur la santé humaine, santé animale, biodiversité et climat. Comme on le disait, c'est ou bien une conséquence, mais en même temps un accélérateur ou une cause aussi, et quelles sont les réponses en termes de politique publique, économique, réglementaire et bonnes pratiques.
Donc, c'est ce qu'on a fait et on va passer à la slide après. Voilà, donc tout simplement pour vous dire que depuis quand même 2012, l'OMS, l'OCDE et un certain nombre d'acteurs travaillent sur l'exposition du génome à la pollution chimique et notamment aux faibles doses, avec leurs grands impacts. Slide suivante. Et donc ça, c'est pareil, c'est des éléments qui ont plus de 15 ans. Combien les faibles doses ont un impact, et notamment pendant la phase embryonnaire. Alors, c'est la période de l'exposition qui est majeure, les effets cocktails qui sont majeurs, les très faibles doses qui peuvent avoir des effets beaucoup plus importants que les fortes doses, et notamment parce qu'elles ont des effets synergiques, et que plus les concentrations sont faibles, là, aujourd'hui, ce qu'on a comme connaissance, et ça fait plus de 15 ans en tout cas, que c'est au niveau international une évidence, on adresse peu ces sujets en France, et j'espère qu'aussi c'est en train de bouger. On parle de l'exposome, donc l'exposition du génome. En mars 2022, on avait la première événement européen à Bruxelles sous la force d'expression et de souhait de l'Agence Santé publique France, mais de travailler sur l'exposome, c'est-à-dire l'exposition du génome, et qu'aujourd'hui, la révolution de prévention, de santé, quelque part en termes de prévention, c'est de s'assurer qu'on n'active pas des voies de toxicité précoces qui sont susceptibles de venir perturber le développement embryonnaire, l'embryogénèse, parce que c'est pendant l'embryogénèse que se déterminent un certain nombre de ces pathologies, et notamment quand on prend le sang du cordon fœtal aujourd'hui, d'un bébé à la naissance in utero, on peut trouver entre 600 et 1000 polluants chimiques de l'environnement présents, et c'est des molécules qu'on va trouver à des concentrations, on va dire le millième du nanogramme, ça veut dire le millième d'un grain de sable dans une piscine olympique. C'est des concentrations de toutes les molécules chimiques qu'on retrouve dans l'eau ou dans l'air ou dans les sols. Ces résidus, ces molécules qui ne sont réglementées nulle part, et d'ailleurs ça n'a pas de sens, parce que c'est trop et c'est tout le temps en évolution, mais aujourd'hui, que ce soit dans le domaine de l'eau ou dans l'air, ou dans les sols, on a développé au niveau international des outils qui regardent plus substance par substance avec les yeux du chimiste, mais qui regardent avec les yeux du vivant et du toxicologue quels sont les profils d'activité toxique qui sont induits par les effets cocktails de ces polluants. Quel niveau d'activité œstrogène, androgène, thyroïdien, stress oxydatif, génotox, mutagénicité, on considère sans effet pour la santé de l'homme ou des écosystèmes, et pas l'homme adulte, mais la phase de développement embryonnaire la plus vulnérable. Et c'est des toxicologues internationaux, européens, qui ont travaillé sur l'élaboration de ces valeurs seules. Donc tout ça est mature, tout ça est déployé déjà au niveau des filières de traitement d'eau, et tout ça est déployé depuis 10 ans. Pourquoi? Pour protéger ces étapes précoces de développement extrêmement vulnérables aux effets de la pollution chimique, de l'empreinte chimique sur le génome, qui vont ensuite déterminer un certain nombre de toutes ces pathologies qu'on voit, hypohyperthyroïdie, voire toutes les maladies du système nerveux central, tout ce qui va être effectivement métabolique, diabète, obésité, tout ce qui va être reproduction, tout ce qui va être système immunitaire, voilà, etc. Et surtout, l'impact transgénérationnel, c'est aujourd'hui, on a une évidence scientifique depuis plus de 10 ans, et ça s'affine avec le temps, c'est-à-dire qu'en fait, on sait que l'empreinte chimique peut traverser 5 à 7, et on entend parler de 10 générations, et notamment avec les cellules germinales, ce qui est loin d'être anodin. On va passer à la slide suivante. Ouais, dernière minute, Armelle. Ouais, ça va être très rapide. Voilà, donc en fait, les polluants chimiques, vous les retrouverez. On va avancer sur la slide suivante. Voilà, donc très simplement, en 2015, Institut Pasteur, pendant une semaine, au niveau international, un congrès avec toutes les pointures dans le domaine de l'endocrino. Et on était déjà en 2015 sur une estimation des coûts, ça veut dire une monétarisation des impacts. On était à 157 milliards d'euros par an pour l'Europe, juste des pathologies liées aux perturbateurs endocriniens. Vous voyez en bas à gauche, et vous aurez toutes les slides, les pathologies sur lesquelles il y a eu de la monétarisation des impacts pour l'Europe, donc les pathologies neurologiques, système nerveux central, obésité, diabète, décès prématuré, et problématiques, tous les désordres liés à la reproduction, reprotox. Et en bas à droite, toutes les pathologies qui ne sont pas prises en compte. Là, vous avez en gros cette estimation des coûts qui est associée à moins de 5% des molécules, et ici, rapportée au type de polluant.
Donc les pesticides, ce qu'on appelle les retardateurs de flammes bromées, c'est tout ce qui est dans tout notre environnement et qui empêche que les choses brûlent. Oui, et puis autrement, les phtalates, bien entendu. Et donc là, en fait, on ne parle que des pathologies, on va dire, qu'on commence à observer, comment je dirais? Non, en fait, ce que je veux dire, c'est plutôt que c'est le top de l'iceberg, en fait, que c'est une profonde sous-estimation de ce qui est réel. Slide suivante. Donc l'enjeu majeur, c'est de protéger les 1500 premiers jours. L'OMS commence à nous parler des 3000 premiers jours, ça veut dire les 0-10 ans de l'enfant. C'est une révolution préventive, si on ne veut pas effectivement, mais on a déjà quand même une population, que ce soit au niveau système nerveux central, des enfants entre 0 et 10 ans, dans les écoles primaires qui ont un enfant sur 3, pas loin maintenant, et c'est partout pareil au niveau mondial, des vraies problématiques de autisme, hyperactivité, TDAH, dyspraxie et autres, avec des vraies difficultés de suivre les 10 premières années de l'école. Donc ça pose des vraies questions sur la suite de leur vie. Slide suivante. On ne parle pas de problèmes d'endométriose, problématiques de stérilité, de fertilité, de puberté précoce, de maladies auto-immunes, de diabète in utero, enfin voilà. Donc les enjeux de la révolution préventive, elle est vraiment de protéger le génome par rapport à l'exposition à la pollution chimique, qui va aussi déterminer une plus grande vulnérabilité aux maladies infectieuses. Et donc le One Health, comme je vous le disais, est dans tous les agendas au niveau international. On va poursuivre. Donc c'est simplement, et si vous avez besoin d'y revenir, et je pense que ça peut vraiment nécessiter peut-être une intervention plus spécifique avec plus d'éléments pour vous apporter tout ce qui a été fait en Europe avec les impôts des citoyens européens, un travail assez colossal pour aller sur la demande de l'Europe pour aller vers un environnement aquatique non toxique et de plus détecter les substances, 70 substances, et c'est tout. Alors qu'en fait, la contamination chimique de toutes les masses d'eau européennes, depuis plus de 10 ans, même 15 ans, l'évidence et tout ça est publié, largement publié, on est entre 70 000 et 100 000 substances chimiques, de polluants chimiques sur toutes les masses d'eau européennes. Les masses d'eau sont l'eau douce qui nous permet de faire de l'eau potable. La réglementation nous demande de regarder 70 substances à l'entrée, à la sortie d'une usine. Ça veut dire qu'en fait, sur les 70 000 à 100 000 substances, on n'en regarde que 70. Je passe à la suite. Voilà, donc tous ces travaux ont été faits en 2018, quasiment sur tout le territoire français. On avait des formations sur les plans, on appelle les Water Safety Plans, les plans de gestion de sécurité sanitaire de l'eau. Toutes les ARS ont été porteurs effectivement de ces formations. Aujourd'hui, avec les différentes révisions, voire refonte des directives, notamment la directive qui permet d'encadrer de façon, avec une sécurisation adaptée, la réutilisation de l'eau usée pour faire de l'eau potable, pour faire de l'eau de recharge de nappe, pour faire différents usages d'irrigation. Elle intègre tout ce qui a été fait au niveau international et européen pendant ces 10 dernières années avec des cadres de sécurisation renforcés qui prennent en compte les effets cocktails. Donc ça va arriver en droit français très prochainement. Et donc tous ces projets ont été portés avec l'Europe et portés aussi avec l'OMS. Voilà, c'était juste pour vous donner un peu le cadre. C'est très intéressant et il y a beaucoup de territoires en France qui sont en train de se porter volontaires, tiers-lieux, territoire d'exemplarité pour tester ces innovations, comme le fait la Hollande, l'Angleterre, le Danemark, l'Espagne en ce moment. Voilà, je vous remercie, je suis à votre disposition pour plus de compléments, et notamment sur des points plus spécifiques, qualité de l'air, qualité de l'eau, qualité des sols. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Armelle. Je rappelle du coup aux participants de ne pas hésiter à nous envoyer vos questions et vos commentaires via le chat. Je vais laisser la parole du coup à Bruno Fabre pour faire sa présentation et puis comme ça on pourra pas, voilà, on regroupera toutes les questions à la fin. Ok, c'est parti. Bien, voilà, la première diapo. Donc, l'enjeu de cette présentation, c'est de voir comment on peut passer de toute cette masse d'informations scientifiques à une mise en pratique, en particulier dans les territoires. Et c'est ce qu'on essaye de faire dans notre région, comme dans d'autres, avec un plan régional santé environnement sur lequel je reviendrai à la fin de ma présentation. Donc là, il s'agit simplement de faire quelques propositions à vous, professionnels de santé, médecins en particulier, autour de ces questions. Donc, diapo suivante, simplement une petite entrée en matière
pour dire que, effectivement, on vit aujourd'hui avec une pollution généralisée et historique de notre environnement, plus l'arrivée du changement climatique. Et tout ça nous amène à dire que le problème de la santé environnementale et plus globalement d'une seule santé, c'est-à-dire la santé des différents écosystèmes, santé animale, santé humaine, ces problèmes sont devant nous, c'est-à-dire qu'ils vont s'accroître à la faveur du changement climatique, que ce soit avec la chaleur en effet direct, avec l'arrivée d'espèces envahissantes qui sont nuisibles à la santé, les zoonoses, la multiplication des allergies, la diminution des ressources par rapport à l'eau, l'alimentation, la biodiversité, les conséquences en santé mentale, dont on a dit quelques mots, toutes les pathologies chroniques également, jusqu'aux conflits, aux migrations. Simplement pour dire que le sujet est devant nous et ce petit graphique qui date un peu maintenant de Météo France positionne la canicule de 2003 dans les prévisions qu'on peut faire des vagues de chaleur jusqu'à la fin du siècle et ça vous aidera à percevoir mieux à quel point les problèmes sont devant nous. Donc, diapo suivante. L'idée, c'était simplement de voir avec vous quelques propositions en matière de quel rôle un médecin en ville, dans un territoire, peut agir en santé-environnement en élargissant ce concept à l'approche d'une seule santé. Donc, première diapo sur les rôles qu'on peut attendre de votre part, à discuter bien évidemment, c'est avant tout agir en prévention et en promotion de la santé. On a parlé de révolution préventive, y compris donc sur les déterminants environnementaux de la santé. Donc je cite quelques exemples pour rappel, prévention d'exposition aux produits chimiques, notamment les perturbateurs endocriniens, le concept des 1000 jours, 1500, 3000, on va laisser les scientifiques nous définir le bon timing. En tout cas, c'est l'exposition au début de la vie qui peut être déterminante sur toute l'existence et au-delà. Là, ça intègre la santé reproductive. Et puis, d'une manière générale, comme on recherche avec la prévention et la promotion de la santé le changement de comportement, l'idée, c'est bien de relayer les messages de prévention auprès de votre patientèle, par exemple, et en menant, si possible, des actions d'éducation. Donc ça, c'est le rôle basique, entre guillemets, attendu de professionnels dans les territoires. Quand je dis territoire, j'y reviendrai, c'est qu'il y a un intérêt majeur à agir à ce niveau, puisque c'est sur le cadre de vie locale qu'on va pouvoir agir en matière de prévention et aussi, malheureusement, en termes d'adaptation au changement climatique. Alors, le médecin est attendu également pour entraîner les autres professionnels de la santé dans la prévention. Pour contribuer à un exercice coordonné en médecine environnementale, alors selon l'approche One, c'est au sens où il s'agit d'établir des passerelles avec d'autres professionnels, notamment ceux de la santé animale. Et puis, on a deux autres rôles qui sont peut-être moins évidents. C'est celui d'être en capacité d'apporter une ressource, une expertise en santé-environnement auprès des décideurs locaux. On verra tout à l'heure comment ça se traduit. Et bien entendu, la pratique médicale elle-même doit être porteuse d'une valeur d'exemple. Et il y a tout un enjeu également d'évolution des pratiques en cabinet pour la transition écologique des soins. Alors, comment on peut agir, comment vous pouvez agir déjà, premièrement, en vous formant à la santé environnementale et à l'approche d'une seule santé. On y reviendra tout à l'heure avec quelques ressources. Porter les enjeux, le plaidoyer, les projets, les pratiques dans un cadre collectif. Là, on n'est plus dans une pratique individuelle, on est réellement dans de l'interconnexion, encore plus quand on parle de One Health, où il y a beaucoup de collaborations à établir. Donc, il s'agit de travailler dans un cadre collectif. Et aujourd'hui, on a ces cadres collectifs qui se développent avec les CPTS et les maisons de santé pluriprofessionnelles. Et puis, être présent pour vous dans les territoires, dans un certain nombre de politiques locales qui peuvent faire appel à l'expertise médicale, tout simplement, avec les contrats locaux de santé, les plans alimentaires de territoire, les projets éducatifs territoriaux pour intégrer les enjeux d'éducation à la santé, et puis l'aménagement du territoire, plus largement, comment apporter des bénéfices pour la santé dans l'aménagement du territoire.
Et bien entendu, il ne s'agit pas de vous laisser seul face à ces enjeux. Il y a l'idée que vous puissiez rester informé, découvrir, connaître, vous approprier et finalement utiliser tous les outils de prévention qu'on met en place dans le cadre des politiques régionales de santé, que ce soit le projet régional de santé, le PRS, ou le plan régional santé-environnement qui lui est adossé. Alors, quelques exemples de dispositifs. Alors, sur la gauche, ce sont plutôt des dispositifs de prise en charge. Donc là, on est moins dans la prévention primaire, on est carrément dans de la prévention tertiaire, voire de la prise en charge tout court, avec le réseau des conseillers en environnement intérieur qui est animé dans la région pour apporter une réponse aux problèmes respiratoires de vos patients par rapport à leur habitat. La gestion des situations d'incurie dans l'habitat, la création récente, la structuration du Centre régional des pathologies professionnelles et environnementales, qui est un exercice d'expertise pour vous, praticiens de terrain, et animé par les 4 CHU de la région. Et puis la prochaine mise en place de la plateforme Prévenir, qui s'intéresse en particulier au sujet de la procréation, des difficultés à procréer par rapport à des expositions environnementales. On reviendra, encore une fois, je l'ai dit, sur les questions de formation santé-environnement qui sont à développer. Et puis, sur la droite de cette diapo, il y a quelques outils de prévention et de sensibilisation sur lesquels je comptais attirer votre attention, sachant que s'il faut en retenir quelques-uns, ceux-là, je pense, sont les plus intéressants. Donc, il y a le site national 1000 premiers jours, qui est managé par Santé publique France, qui donne tous les conseils utiles et nécessaires dans cette période de la vie. Et puis, dans notre région, un site qui s'appelle agir-es.org, qui est piloté par l'instance régionale de prévention en santé et le GREN, qui est une structure de l'éducation à l'environnement et au développement durable et qui met à disposition d'énormes quantités de ressources pédagogiques en santé-environnement, y compris One Health désormais. Et puis, il y a 2 campagnes de communication qui ont été développées dans notre région. Une qui s'appelle Unis pour la vie, avec quelques slogans, comme vous voyez, Sauver sa peau, par exemple. Et puis, quelque chose de plus standard avec des calendriers, des timings chaque mois, une problématique de santé-environnement. Ça, c'est sur le site de l'Agence régionale de la santé. Alors, on cherche évidemment à créer un cadre qui soit favorable à l'exercice de ces activités. Il y en a plein d'autres, mais celles que je vous ai présentées sont davantage ciblées sur vous, professionnels de santé. Mais on a tout un cadre qui est le 4e plan régional santé-environnement pour agir et favoriser le passage à l'action dans les territoires. Et je vais en dire quelques mots pour aller vite. Et simplement, un petit rappel, ça a déjà été dit par Madame Hébert, mais c'est l'occasion de le redire. Si on regarde les choses de façon assez prosaïque, finalement, c'est quoi la santé, une seule santé? C'est simplement le fait d'avoir la possibilité de concevoir et de mettre en œuvre des politiques, des programmes, des actions qui impliquent une communication et une collaboration, 2 mots-clés importants, une communication et une collaboration entre de multiples secteurs pour obtenir de meilleurs résultats en santé publique. Donc on est bien dans cette idée de mobilisation générale, en quelque sorte, en faveur des enjeux de santé-environnement, avec cette approche d'une seule santé. Et évidemment pour apporter des réponses coordonnées, concertées, cohérentes entre elles, dans une approche systémique entre la santé animale, la santé humaine et la santé des écosystèmes. Et pour être un peu plus concret, de quel sujet on parle? De sujets liés à l'alimentation, des sujets liés à la lutte contre les zoonoses et les maladies vectorielles, la qualité de l'eau, on l'a évoqué, l'eau potable en particulier, l'urbanisme et l'aménagement du territoire pour créer des environnements qui soient favorables à la santé des habitants, le sujet de la résistance aux antimicrobiens, qui est un sujet en soi, et puis d'une manière générale, les questions liées aux impacts des pollutions sur les 3 santés. Donc tout ça, ça vient d'une définition de l'OMS Europe, c'est une autre définition qu'on peut donner à une seule santé. Notre plan, du coup, diapo suivante, se résume à 11 actions dans 3 axes. Je vais les balayer très rapidement. Le premier, c'est un axe de
connaissance, c'est-à-dire qu'il s'agit que les citoyens, mais les acteurs dont vous faites partie, soient dans une meilleure connaissance de ce qu'est la santé-environnement, avec un outil d'observation pour faire des diagnostics santé-environnement dans les territoires, un dispositif d'éducation et de promotion de la santé-environnement, je l'ai évoqué, et puis un champ autour de la formation des acteurs en santé-environnement, dont les professionnels de santé, et ça sera la diapo d'après. Le deuxième axe, c'est celui de la réduction des expositions aux produits chimiques et aux risques biologiques, etc. Donc, c'est évidemment priorisé, hein, il y en a beaucoup plus que ça. On vous a passé un panorama général tout à l'heure. On agit sur un certain nombre de priorités. Donc, les espèces envahissantes, nuisibles à la santé, ambroisie, moustique tigre, les tiques, les chenilles processionnaires, la berce du Caucase, par exemple, hein, c'est nos principales cibles, les zoonoses, la lutte contre les zoonoses, les ressources en eau, que ce soit en quantitatif avec le sujet et l'enjeu de la réutilisation des eaux usées ou des eaux dites non conventionnelles pour des usages qui peuvent engendrer des risques pour la santé, la qualité de l'eau au robinet avec les plans de gestion de la sécurité sanitaire des eaux, qualité de l'air extérieur, premier déterminant en santé publique environnementale, et puis la qualité de l'air intérieur qui est un sujet qui n'est pas suffisamment traité. Toutes ces actions, que ce soit celles liées à la connaissance ou à la réduction des expositions, il est question de les porter au plus près des habitants dans les territoires. Et donc, le PRSE intègre dans ses objectifs la nécessité de mettre en place dans les territoires une animation rapprochée auprès des décideurs et des politiques locales qu'ils mènent et de tous les professionnels qu'ils sont amenés à mobiliser autour d'eux. Donc, en termes d'acculturation, de diagnostic, je l'ai dit, d'accompagnement de projet, d'incitation au passage à l'action, avec un zoom particulier sur les questions d'aménagement, qui sont un peu une synthèse de tout ce que je viens de dire, pour intégrer tous ces enjeux dans une approche d'ensemble, très One Health en fin de compte, dans un territoire. Alors, à travers ça, encore une petite incise, s'il vous plaît. Donc, on a l'enjeu de la réduction des inégalités sociales et territoriales de santé, parce qu'évidemment, faire de la transition écologique sans tenir compte de l'approche sociale est indéfendable. Donc, il s'agit d'apporter des réponses qui soient socialement acceptables et qui réduisent les inégalités. Adapter les territoires au changement climatique et intégrer l'approche One Health dont on parle depuis tout à l'heure. Diapo suivante. Et je finirai sur un focus donc sur la formation en santé-environnement des professionnels de santé qu'on essaye de développer dans la région, parce que c'est quand même la première pierre à l'édifice. Diapo suivante, s'il vous plaît, avec 3 axes, je ne vais pas rentrer dans le détail, hein. Le premier, c'est déjà de faire le point sur l'ensemble des formations existantes. Il y en a quand même dans une grande région comme la nôtre, il y a des formations qui existent. Si vous voulez déjà creuser le sujet santé-environnement One Health de façon assez simple et accessible et rapide, c'est la première ligne de ce graphique qui est de suivre le module pédagogique numérique de médecine et santé environnementale qui a été validé par la conférence des doyens de faculté de médecine, développée depuis notre région à Lyon, et qui est vraiment une très très bonne introduction à tous nos sujets. Deuxième axe, ça va être au-delà de la promotion des formations existantes, de voir s'il y a des trous dans la raquette ou comment on peut aller plus loin sur un certain nombre de formations initiales ou continues pour former davantage encore les professionnels de santé. Donc là, il y aura à créer du contenu pédagogique, hein, et créer des formations. Donc ça, c'est un deuxième axe à venir. Et puis, à côté de ça, mobiliser, si vous connaissez peut-être pas ce dispositif, il existe depuis quelques années, le service sanitaire des étudiants en santé, c'est-à-dire que les médecins étudiants, je crois que c'est en 3e année, sont invités à intégrer davantage dans la pratique à venir les questions d'éducation et de promotion de la santé. Et donc là, l'idée, c'est bien évidemment que cette dynamique porte aussi les enjeux dans santé-environnement.
Voilà, en quelques mots, ce que je voulais vous présenter. Cette diapo, de toute façon, on vous la laissera, est destinée à vous permettre de vous inscrire sur la newsletter du PRSE qui permet de se tenir au courant des travaux au fur et à mesure de leur mise en œuvre et de leur traduction opérationnelle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Les autres diapos, c'est simplement des compléments qu'on vous laisse pour creuser un petit peu si vous le souhaitez, mais il y a pas mal de choses qui ont déjà été dites par Madame Hébert. Merci beaucoup. Merci pour vos présentations. Effectivement, comme vous l'avez tous les deux souligné, le diaporama sera bien sûr mis à disposition donc, des participants dans un premier temps. Je vous enverrai ça par mail. Et on mettra également en ligne, en même temps que le replay, sur le site de l'Union régionale des médecins libéraux Auvergne-Rhône-Alpes. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions? N'hésitez pas à les envoyer du coup via le chat. Je ne sais pas si Armelle, vous voulez rebondir sur l'aspect pratico-pratique de la déclinaison sur le territoire, si vous avez des idées ou des... Non, merci beaucoup, c'était intéressant. Merci, docteur Fabre. Par rapport aux actions pratiques, mais je pense que tout ça doit être en ligne et ouvert à toutes les agences régionales de santé, c'est-à-dire que pour la protection et la préservation des 1000 premiers jours, encore hier on en parlait, l'ARS de la région Grand Est a mis en place, webinaire une seule santé, a mis en place, vous savez, les ordonnances vertes, là, en fait, pour que les femmes, dès lors qu'elles ont la déclaration de grossesse, ont toute une prise en charge avec une ordonnance de leur médecin pour pouvoir soutenir et en fait, quelque part, mettre en priorité l'alimentation de la femme enceinte pendant toute la grossesse jusqu'à 3 à 4 ans de l'enfant. Et après, les gens ne reviennent pas carrément sur leur pratique, de façon à pouvoir avoir une alimentation la plus saine, la moins transformée possible, pendant toute la phase de la grossesse et pendant les premières années de la naissance et de la protection de la santé nutritionnelle en fait de l'enfant. Et après, quelque part, tout ça imprime profondément des réflexes qui vont accompagner la qualité de l'air, la qualité de l'eau, le mouvement, la connexion aussi à la nature, parce qu'en fait, on parle de prescription, mais encore hier, on parle de plus en plus de prescription de la nature, pour apporter aussi sur le volet de la santé mentale un bénéfice majeur. Et puis, de permettre aussi aux mamans qui portent un enfant comment je dirais, parce qu'en fait, on abordait cette question de la santé mentale, notamment aussi pendant la phase, quand je dis la phase, on ne parle pas de la phase embryonnaire, c'est-à-dire de la maternité, de la grossesse. Et souvent, on est dans des structures qui vont être plutôt dans une dynamique un peu d'injonction, alors qu'en fait, il faut juste permettre aux gens de restaurer leur confiance en eux. C'est très important, même sur tous les plans assez subtils de la grossesse. Il y a beaucoup de choses, en fait, qui vont contribuer au mieux-être, au bien-être, qu'il soit d'ordre émotionnel, affectif, parce que tout ça joue beaucoup sur le biologique et sur le génome, c'est très important. Et une maman en stress et une maman rassurée, ça n'a rien à voir pour un bébé. Et donc, voilà, et ça passe aussi par des pratiques alimentaires de bon sens, de s'alimenter avec des éléments sains, produits localement, où on redonne le temps de la préparation, et tout ça rentre dans un principe de bon sens et restaure toutes ces dimensions qu'on ne prend suffisamment pas en compte et qui sont quand même très, très importantes. Donc voilà, je parle de ces questions-là parce que l'ARS de Grand Est a mis ces actions en place depuis bien 4-5 ans et les retours d'évaluation sont très, très, très positifs où en fait, ça change fondamentalement la prise en charge alimentaire du bébé, la prise en charge et l'organisation, la conscience de l'alimentation de la maman, quoi. Et la famille. Pardon. Voilà. Bruno voulait réagir, je crois. Simplement en complément pour dire que, parce qu'on ne peut pas tout dire en 10 minutes, hein. Donc ces approches, notamment alimentaires, c'est bien un sujet One Health au sens où il y a des approches autour de la qualité sanitaire des aliments, il y a des approches autour de la qualité nutritionnelle des aliments avec tout ce qui tourne autour de l'éducation à la santé alimentaire. Donc là, il y a des actions qui sont réalisées
l'ARS et des partenaires dans la région comme partout sur ces aspects-là. L'enjeu, c'est de lier l'ensemble depuis une agriculture durable jusqu'à justement une nutrition adaptée, tout ça étant interconnecté puisqu'une nutrition améliorée et protectrice pour l'environnement avec, par exemple, la diminution de la consommation de viande. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, toujours pour rester sur le champ de la prévention dans un contexte des 1000 jours, c'est que il y a une nouvelle convention entre l'assurance maladie et le ministère de la Santé qui prévoit pour l'assurance maladie de développer justement les actions de prévention en matière de santé-environnement. Ça, c'est vraiment récent et on a tout un enjeu de travail avec l'assurance maladie justement et pour pouvoir comment décliner cette intention qui peut aller notamment dans le cadre des CPTS, moi je fais un petit peu de politique fiction, jusqu'à justement accompagner les CPTS dans des actions en la matière. Voilà, donc je pense que c'est important de souligner cet enjeu-là. Et du coup, ça fait une transition avec la question qu'on vient de recevoir, qui est de savoir s'il existe des conseillers pour accompagner les professionnels, notamment en MSP, dans leurs locaux. Ah bah, effectivement. Je pense que là, par rapport à ça, soyons réalistes, c'est plutôt devant nous, là aussi. On a pas mal de choses à construire. Cette prise de conscience généralisée et récente. On sort du champ de quelques scientifiques ou services de l'État qui travaillent isolément pour aujourd'hui être dans une approche où on voit que tout le monde a besoin d'agir. Donc, on a beaucoup de ressources. Reste maintenant à organiser comment mobiliser ces ressources en termes de contenu, mais aussi d'accompagnement sur le terrain. Effectivement, je laisserai le docteur Anne évoquer peut-être le sujet des référentiels autour de l'amélioration du fonctionnement des soins, dans la transition écologique des soins. Ça, c'est un sujet que je ne connais pas très bien, mais pour ce qui est de conseiller et accompagner les professionnels, nous, on travaille beaucoup de partenaires. Je n'ai pas le temps de détailler, mais il y en a qui sont déjà au travail dans les territoires, justement, pour mobiliser les acteurs de terrain sur nos sujets. Super, merci. Du coup, j'en profite pour répondre à la suite de sa question qui concerne le fait d'avoir un cabinet, une pratique plus vertueuse. Pour le coup, au niveau de l'URPS Médecins Libéraux, on a travaillé avec le docteur Alice Barras sur les cabinets éco-responsables. Et donc, sur notre site internet, vous pourrez trouver des petites capsules vidéo, 13 capsules vidéo de mémoire, sur les différentes approches du cabinet éco-responsable, la gestion des déchets, l'informatique, etc., la mobilité, les achats responsables, etc. Donc, n'hésitez pas. Du coup, docteur Anne, vous vouliez... je n'ai pas grand-chose à ajouter parce que l'heure tourne et puis que je pense qu'on a fait un tour assez complet de la question. Je remercie beaucoup nos deux intervenants pour la qualité de leur intervention et pour avoir bien voulu prendre le temps de partager ces instants avec nous. Avec plaisir. Adeline et Armelle, vous vouliez rebondir? Je trouvais que c'était très intéressant. Enfin, les PRSE sont très importants, mais en même temps, vous qui êtes praticien auprès des patients, alors quand je dis des patients, effectivement, des patients, c'est très intéressant toujours de regarder un peu le sens des mots parce que c'est toute la dimension de la question One Health, c'est-à-dire qu'en fait, notre convergence à tous, c'est essayer de faire en sorte de maintenir les gens en bonne santé plutôt que de prendre en charge les pathologies. Et donc, en fait, c'est vraiment d'envisager les choses totalement autrement. Si on veut prendre, c'est en gros soigner, c'est-à-dire parce que les personnes aujourd'hui, effectivement, qui présentent ces pathologies ont besoin d'être prises en charge, et de pouvoir commencer à se dire, essayons de nous orienter, si on veut de la prévention, à faire en sorte de maintenir les gens le plus possible en bonne santé. Et donc, je pense que c'est aussi la pratique des médecins qui est dans leur engagement, dans leur serment d'Hippocrate, de pouvoir être au plus près, de bien comprendre ce qui peut et ce qui pourrait. Et ça, c'est du bon sens et c'est votre quotidien, en fait, plus que les acteurs qui vont prendre des décisions au niveau régional, territorial ou national, et être au plus près de ce qui fait du sens pour maintenir des patients en bonne santé, donc dans le conseil, dans l'accompagnement, et probablement même dans un territoire donné,
des choses qui sont spécifiques à des communautés, dans leur mode de vie, de leurs pratiques, de leur culture. Donc, je me dis, ça peut être intéressant aussi que quelque part, des médecins qui veulent se mettre en dynamique, et il y en a beaucoup, 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 comme par exemple des médecins qui commencent à prescrire de la nature à des patients. C'est fondamental. C'est peu entendu, mais on en entend parler même au niveau national maintenant, où vraiment il y a beaucoup de choses, des jardins thérapeutiques, enfin il y a tellement, tellement de choses. Remettre du bon sens et de la simplicité et aller à converger vers maintenir les gens en bonne santé. Bien entendu, en même temps que prendre en charge ceux qui en ont besoin. Voilà, donc je me dis aussi que probablement des médecins ou des groupes de médecins sur des territoires donnés peuvent s'unir et organiser des approches d'intelligence collective ensemble avec les patients. Ça peut probablement, ou c'est probablement déjà fait, hein, moi je suis loin de connaître, mais ça peut être une super idée. Il doit déjà y en avoir, mais on n'en a pas forcément connaissance. Ouais. Bruno? Oui, ben, sur ces aspects reconnexion au vivant finalement, accès à la nature, prescription de nature, jardin thérapeutique, etc. Là, on est clairement dans les approches de prévention et de promotion en santé environnement, et il y a déjà des programmes éducatifs en la matière qu'on essaye de développer dans la région, effectivement. Voilà, mais encore une fois, après on peut faire des zooms sur des tas de sujets. Ça sera pour entretenir votre cycle santé-environnement si vous le souhaitez, on peut revenir. Exactement. Du coup, j'en profite pour faire un appel aux participants. Si vous avez des idées de sujets, si vous voulez qu'on aborde un thème en particulier en lien avec la santé et l'environnement, n'hésitez pas. On a déjà quelques idées en tête, hein, mais voilà. N'hésitez pas à nous les envoyer sur l'adresse de l'URPS ou sur la mienne, adeline.loiseau@urps-med-aura.fr. Voilà. Bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vais bien remercier nos deux intervenants, les participants également. Merci de vous être connectés et n'hésitez pas du coup à aller sur le site de l'URPS pour retrouver le replay prochainement, prochainement en ligne. Merci à l'organisation et à l'organisatrice. Merci Adeline, patience. Avec plaisir. Avec Merci. plaisir. À très bientôt à tous. Au revoir. Merci, au revoir.